Regarde, qui a une maison qui est là-bas aussi, à côté. Oui. Mais Thomas, et tes chaussures, alors elles sont où, hein? Ah, sur le bateau. Hein. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Et monsieur Zozo, tes chaussures, Je vais vous servir de guide. On va faire tout le tour de l'île en vous expliquant la vraie histoire de cette île. Donc, soyez les bienvenus à Gorée. Et cette île, auparavant, il a été découverte par des lébous. Les lébous, c'est des pêcheurs. Mais lorsqu'ils venaient pêcher la journée et le soir, ils ramènent leurs poissons à Dakar pour les vendre. Donc, ils l'ont fait. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Gorée, il n'y avait pas de maison. Donc, les premières maisons de l'île, a été construite par les Portugais. Mais avant de construire aussi, ils ont nommé Gorée Beer, avec un B, deux E, R. Et Beer, c'était un fruit hallucinogène qui poussait aux alentours de l'île. Mais fais gaffe avec cette fruit, parce que quand on en mange beaucoup, après on devient fou. Donc, le premier nom de Gorée, ça a été donné par les Portugais et nommé Beer. Donc, les premières maisons aussi, il a été construit par les Portugais en 1481. Et la première maison, c'est ce poste de police que vous voyez en face de vous. Il fut construit par les Portugais en 1481. Et d'ailleurs, Vasco da Gama, lorsqu'il transitait les Indes par la voie maritime, il s'y arrêtait en 1502 pour faire sa prière. Parce que c'était une église catholique de l'époque. Mais actuellement, c'est devenu une poste de police. Mais cette île aussi, il est d'origine volcanique. Raison pour laquelle vous voyez partout ces pierres qui nous entourent de l'île. Et ces pierres s'appellent le basalte. Et cette pierre basalte nous vient du volcan. Parce qu'à l'époque, il y avait un volcan. Et ces pierres que vous voyez, ça a duré plus de 13 millions d'années. Et toutes les maisons de l'île, ça a été construit à l'aide de ces pierres. Raison pour laquelle vous voyez les maisons de Gorée, c'est très solide. Toutes les maisons que vous voyez, ça date du 14e siècle, 15e siècle et 16e siècle. Mais si vous voyez que les maisons sont très costauds jusqu'à maintenant, c'est à l'aide de cette pierre qui s'appelle le basalte. Cette île aussi, c'était le premier centre de transit des esclaves. À l'époque, tous les esclaves qu'ils capturaient dans les côtes ouest africaines, avant qu'ils partent en Amérique, il fallait transiter à Gorée. Pourquoi? Parce que géographiquement, Gorée est un point stratégique. Et les côtes de Gorée, c'est très près de l'Amérique. Mais quand je dis l'Amérique du Nord et du Sud, raison pour laquelle à l'époque, il y avait plusieurs maisons des esclaves, jusqu'à plus d'une vingtaine. Et chaque maison qui était proche de l'embarcadère, à l'époque, on pouvait la considérer comme une maison des esclaves. Donc la première maison, ça date de 1536. Il a été construite par les Portugais. Mais actuellement, les maisons de l'époque des esclaves, actuellement, c'est occupé par la population de l'île. Raison pour laquelle l'État sénégalais a conservé une dernière maison des esclaves comme symbole pour que tout le monde puisse la visiter. Et d'ailleurs, on va la visiter après. Donc pendant 3 siècles et demi, il y a plus de 20 millions d'esclaves qui ont transité sur cette île pour aller en Amérique. Mais sur ces 20 millions, les 14 ont pu partir et les 6 millions sont morts. Parce qu'à l'époque, les esclaves, pour qu'ils survivent, ce n'était pas très évident à cause de plusieurs épidémies comme le peste et le choléra. Et comme à cette époque, les esclaves, ils n'avaient pas droit d'accéder à l'hôpital, donc avec ces maladies contagieuses, beaucoup d'esclaves risquaient de décéder. Et à l'époque, un esclave, il était considéré comme une marchandise, raison pour laquelle lorsqu'il décédait, il les balançait dans l'eau auprès de Gorée et après dévoré par les requins. Et à l'époque, avec ces cadavres, ça attirait trop de requins aux alentours de cette île. Donc les esclaves, ils devraient rester dans ces maisons le temps qu'on les prépare avant qu'ils puissent aller en Amérique. Mais une famille, on les séparait dans les continents parce qu'ils prenaient le père en Amérique, l'enfant en Guadeloupe et la mère en Martinique. La seule raison, c'était uniquement de casser une famille pour que cette famille ne se reverra plus jamais. Donc l'île de Gorée, il est petite de sa taille parce qu'il fait 900 mètres de long sur 300 mètres de large avec une petite superficie de 27 hectares. Raison pour laquelle sur cette île, il n'y a pas de voiture et il n'y a même pas de cimetière à nos jours. Donc les décès se font enterrer à Dakar dans les plus grands cimetières, vu qu'il n'y a pas assez d'espace. Mais par contre, des cimetières, il y en avait à l'époque. Mais on a interdit d'enterrer les morts à Gorée depuis 1793. Donc chaque mort se fait enterrer dans les plus grands cimetières de Dakar. Mais cette île aussi, il est classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 1978, il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, à Gorée, on n'a pas le droit de construire de nouvelles maisons. On a juste le droit de les maintenir. Parce que aussi, chaque maison a sa particularité et aussi ça parle de son histoire. Parce que chaque bâtiment jaune,
ça a été construit par les Hollandais et les bâtiments rouges, c'est les Portugais. Raison pour laquelle on n'a pas le droit de changer l'architecte. Tout ça, c'est uniquement ça ressemble à rose. Ouais. Donc les maisons de Gorée, c'est jaune, en plus rose. Mais il y a des maisons aussi blanches, mais les maisons blanches, c'est la construction des Français. Parce que les premiers qui ont découvert cette île, c'est les Portugais, mais après, il y a eu les Hollandais. Donc les Hollandais, ils sont arrivés à Gorée vers les années 1627. Et automatiquement, ils ont changé le nom de Gorée en l'appelant Goudred. Et Goudred, ça signifie la bonne rade ou bien un bon port. Donc à chaque fois, s'il y avait un puissant européen qui venait sur cette île, chacun essayait de construire pour pouvoir s'installer. Et Blaise Diagne, il était le premier Africain noir qui a siégé au Parlement français pendant la colonisation, le premier député noir dans l'Assemblée nationale française. Et il est né dans cette maison le 13 octobre 1872. Mais Blaise Diagne, il avait plusieurs fonctions de sa vie. Il a été aussi le premier maire de Dakar en 1925. Et pendant la guerre aussi, c'est lui qui recrutait les tirailleurs sénégalais. Parce que les tirailleurs, ce ne sont pas que des Sénégalais, mais c'est des Africains. Mais comme c'est lui qui allait les recruter, il est sénégalais, pour cela qu'on les appelle les tirailleurs sénégalais. Et malheureusement, Blaise Diagne, il est décédé en France en 1934. Pourquoi? Oui, il est décédé à cause de la tuberculose. Parce qu'à l'époque, la France n'avait pas connu le remède de cette maladie. Malheureusement, il est décédé en 1934. Mais avant qu'on le nomme Blaise Diagne, il s'appelait Galaye Mbaye Diagne. Il portait un nom musulman. Mais après, il s'est retrouvé avec un nom chrétien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans toutes les écoles au niveau du pays, c'était occupé par les chrétiens de l'époque. Donc si un musulman veut accéder dans ces écoles, on les demande de se convertir. Raison pour laquelle il s'est converti, mais nul ne sait s'il l'a fait uniquement pour aller à l'école ou bien s'il l'a fait par croyance. Raison pour laquelle lorsqu'il est décédé, on l'a ramené son corps de France, mais nul ne savait pas dans quel cimetière on doit l'enterrer. Et finalement, on l'a enterré dans un cimetière musulman, mais ce n'est pas à l'intérieur, on l'a mis juste devant la porte. Oui, parce que nul ne savait pas. Mais ça c'était à l'époque, mais actuellement, musulmans et chrétiens, on peut les mettre dans les mêmes cimetières séparément, comme à Joal, en allant vers Mbour. Et le fils de Blaise Diagne aussi, c'était un grand footballeur, il s'appelait Raoul Diagne. Et Raoul Diagne, il est né en 1910 en Guyane française, parce que sa maman, elle est guyanaise, et son papa, c'est Blaise Diagne. Et Raoul Diagne, il fut le premier Africain noir qui a porté le maillot bleu de l'équipe de France en 1930. Mais il était un footballeur très talentueux. Dans le terrain, il pouvait jouer dans plusieurs postes. Et il pouvait même être gardien de but et même coach. Mais malheureusement, il est décédé en 2002, en novembre 2002, dans un banlieue très proche de Paris qui s'appelle Créteil. C'est là où il est décédé en 2002. Et il est décédé par quoi? De vieillesse? Il est décédé de 20, tu as tout dit. Parce qu'il est né en 1910. Imagine-toi, 1910 et décédé en 2002. Donc il a vécu. Hein. C'est qui son fils? Là, c'est Casamance, au sud du Sénégal. Donc aussi le sable du lac Rose, à 45 km de Dakar. Là, c'est Mauritanie, les mines de fer. Les îles du Saloum au centre du Sénégal. Il y a aussi le désert du Sahara. Ça, c'est le Grand Sahara. Donc là, c'est le sable du Sahel, le petit désert du Ténéré au Niger. Donc le sable noir, c'est le volcan des Mamelles à Dakar. Ça, c'est près du monument de la Renaissance africaine. Le volcan des Mamelles à côté du grand monument. Voilà. Donc on va faire ici une démonstration pour vous montrer comment on fait les tableaux en sable. Et Vous allez faire quoi? C'est la partie la plus importante. Je vais faire une démonstration. Donc on vous montre la technique de comment on fait les tableaux en sable. On dessine avec la colle d'abord. Après on va mettre les couleurs de sable du plus foncé au plus clair. Donc la colle, c'est la sève de baobab qui est mélangée avec la gomme arabique de l'acacia. C'est ce qu'on utilise comme colle. Et là, on va assister à la démonstration pour bien regarder, pour mieux comprendre la procédure. Voilà, c'est une technique qui vient de l'école des Beaux-Arts de Dakar. L'école des Beaux-Arts a été créée par le premier président du Sénégal, M. Léopold Sédar Senghor. C'était pour la promotion de l'art africain. Voilà, donc là c'est du plus foncé au plus clair, contrairement à la peinture. Donc à la fin, on va voir si c'est beau, on applaudit quand même, hein? N'est-ce pas?
Même si c'est pas vous, on applaudit. Hein? On est d'accord. Hein? Plus français ou plus clair? Merci. Voilà. Ça c'est la démonstration. Vous voyez, tous les tableaux que vous voyez ici, ils ont été réalisés de la même façon. Donc après ça va sécher au soleil, ça prend 10 minutes, 15, ensuite on l'expose. On pourrait faire le derrière. Et voilà, ici, madame, messieurs, les enfants. Et dans ce livre, ça parlait l'égalité entre l'homme et la femme et surtout contre la polygamie. Donc cette école, ça date de 1978. Mais vers les années 1960, c'était une caserne pour la marine française. Donc les élèves, elles sont tellement excellentes que lorsqu'il y a le baccalauréat chaque année, les meilleures notes ça sort de cette école. Mais vu que c'est un internat, les élèves ne payent pas d'argent. Elles sont logées, nourries et blanchies. Donc c'est l'État qui les prenne en charge. Donc elles étudient jusqu'en terminale et après terminale, elles vont à l'université. Et les filles qui le méritent, après, ils les donnent des bourses qui les permettra de étudier à l'étranger. Et chaque vendredi ou bien les vacances, elles doivent quitter l'école pour aller chez elles parce que le week-end, nul ne dort pas dans cette école. Donc elles rentrent chez elles, mais revenir le dimanche comme aujourd'hui, elles vont arriver vers 7 h et commencer leur cours du lundi au vendredi. Et c'est des canaux de 240 mm de diamètre sur 360 degrés de rotation. Et lorsque ça tirait à l'époque, ça pouvait aller plus de 14 km de portée. Mais malheureusement, en partant, vous voyez, ils ont saboté les canaux en coupant les deux bouts du canal. Donc cette partie, tout ce que vous voyez, c'est des bunkers. Mais ce genre de monument, on peut la trouver aussi à Dubaï, qui s'appelle le Tour Burj El Arab. Mais celle de Dubaï, il est plus haut que celle-ci. Donc là, vous avez une petite réplique. Parce qu'à l'époque, pour ramener les esclaves vers les États-Unis d'Amérique, ils utilisaient des bateaux à voile. Mais dans chaque bateau à voile comme celle-ci, ils pouvaient mettre 350 esclaves. Mais ils les mettaient sous les cales du bateau, comme genre de bunker. Raison pour laquelle pendant le trajet, avant même d'arriver en Amérique, il y avait beaucoup d'esclaves qui décédaient par mauvaises conditions et de mauvais traitements. Et comme ils étaient considérés comme une marchandise, lorsqu'ils meurent, ils les jettent dans l'eau et les requins aux alentours vont les dévorer. Il y a plusieurs cellules, des hommes, des jeunes filles, des dames, il y en a plusieurs en fait parce que la séparation était totale. Donc regardez de gauche à droite, c'était réservé pour les hommes. Et la cellule des hommes, il fait 2,60 m sur 2,60 m. Et 2,60 m sur 2,60 m, ils en mettaient 20 personnes. Mais les esclaves, ils étaient enchaînés au cou jusqu'à leurs chevilles et leur dos au mur. Mais chaque matin, ils les enlèvent les chaînes pour qu'ils puissent aller faire leurs besoins et manger. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'à l'époque, les esclaves, ils souffraient de malnutrition, avec plusieurs épidémies, comme l'épidémie de peste et le choléra. Mais à cette époque,
comme ils ne pouvaient pas aller à l'hôpital, donc s'il y avait des maladies contagieuses, beaucoup d'esclaves risquaient de décéder. Et comme ils étaient considérés comme une marchandise, lorsque les esclaves ils décèdent, ils s'en foutent, ils les balancent dans l'eau et dévorés par les requins. Et à cette époque, ça a attiré trop de requins dans cette île. Et la cellule des enfants, les enfants à l'époque, ils ne les enchaînaient pas, mais ils les faisaient coucher sous le sol en les rangeant comme une boîte de sardines. Entrez voir. Et voilà, regardez, donc dans cette cellule, ils mettaient des enfants, mais le nombre d'enfants qu'ils mettaient dans ces cellules, ça ne les concernait pas. Ce qui les concerne, c'est juste de les mettre en masse. Hein? Ce qui comptait, c'est comment ils vont faire pour fermer la porte derrière. Donc le nombre qu'ils mettaient, ils s'en foutent. Raison pour laquelle ils les entassaient comme une boîte de sardines. Et c'est ça qui causait beaucoup de décès des jeunes garçons et des jeunes filles. Parce qu'avec ces mauvaises conditions, les enfants ne pourront pas le supporter. Et si c'était une famille aussi, ils ne partiront jamais dans les mêmes destinations. Ils les séparaient de continent en continent. Parce qu'ils prennent le père en Amérique, l'enfant en Guadeloupe et la mère en Martinique. Les récalcitrants ou bien les rebelles. Le vrai mot même c'est rebelle parce qu'ils faisaient la rébellion pour avoir leur liberté. Donc ces esclaves, ils les mettaient dans cette petite cachot, mais là c'était juste uniquement pour les punir. Donc ces deux couloirs que vous voyez, c'était les cellules d'attente. Pourquoi ils devraient attendre? Parce que à l'époque, les bateaux à voile, ça ne marchait pas avec trop de vitesse. Donc pour qu'ils arrivent en Afrique et à Gorée, il fallait au bout de 3 mois, voire 4 mois. Donc ces esclaves, ils les mettaient dans ces cellules en attendant les bateaux à voile. Mais avant que l'esclave monte dans le bateau, ils doivent changer son nom contre un numéro sur matricule. Ils les tatouaient des numéros. Donc ils se servaient de ces numéros comme identification pour pouvoir aller en Amérique. Mais lorsqu'ils partent en Amérique, ils vont parler anglais. Au Cuba, ils vont parler l'espagnol. Au Brésil, le portugais. Et quand ils vont dans les îles des Caraïbes, ils vont parler la langue française. Ce qu'on appelle une commerce triangulaire. Et qu'ils les prennent de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique. À l'embarquement, et à l'époque, il y avait un pont en bois qui reliait cette porte jusqu'à les grands bateaux à voile. Et chaque bateau, comme je vous l'ai dit, il prenait 350 esclaves, mais rangés sous les cales des bateaux, raison pour laquelle, pendant le trajet, beaucoup d'esclaves sont décédés. S'ils prennent 350, les 150 ou les 200 vont arriver, sinon tout le reste vont périr dans la mer. Et lorsqu'ils meurent, ils ne vont pas.